Le son de la gifle ne s'est pas contenté de résonner dans la salle d'audience. Il a pulvérisé les carrières de tous ceux qui se tenaient du mauvais côté de la vérité. Un instant plus tôt, l'agent Stéphane Dubois incarnait le visage arrogant d'une autorité intouchable, dominant la députée Manon Leroy avec un ricanement qui avait terrorisé des suspects pendant des décennies. Il pensait que son insigne lui donnait le droit de faire taire une femme assez puissante pour exposer les plus sombres secrets de son commissariat. Il a commis une erreur fatale. Il a levé la main, mais il a oublié qu'avant d'être une femme politique, Manon Leroy était une soldate. Regardez attentivement, car ce qui se passe dans les 3 secondes suivantes est l'exemple le plus satisfaisant de karma instantané que vous verrez jamais. L'air à l'intérieur de la salle d'audience numéro 4 du tribunal de grande instance était vicié, recyclé, et épais d'une odeur de cire à parquet et de transpiration anxieuse. C'était le genre d'atmosphère où les carrières venaient mourir. Et en ce mardi humide d'octobre, la carrière sur le billot appartenait à toute la brigade des stupéfiants de la police métropolitaine. Assise au premier rang de la galerie du public, le dos droit comme une tige d'acier, se trouvait la députée Manon Leroy. Elle n'avait aucune obligation d'être là. La plupart des députés se seraient tenus à l'écart d'un scandale aussi volatile, une affaire de corruption impliquant 3 inspecteurs chevronnés accusés d'avoir fabriqué des preuves. Mais Manon n'était pas comme la plupart des politiciens. Elle avait grandi dans le quartier même que ses agents avaient terrorisé, et elle avait fait campagne sur la promesse de faire le ménage. Elle ajusta les poignets de son blazer bleu marine, ses yeux rivés sur la barre des témoins. L'homme qui témoignait actuellement était un informateur terrifié du nom de Lucas Martin. Il transpirait abondamment, ses yeux fuyant vers les lourdes portes en chêne où se tenait l'agent de sécurité du tribunal. Un agent en particulier semblait aspirer tout l'oxygène de la pièce. L'agent Stéphane Dubois. Dubois n'était pas techniquement en procès, mais il était l'incarnation physique de la vieille garde du département. Mesurant 1,90 m, avec une coupe en brosse et un cou aussi épais qu'une souche d'arbre, il se tenait les bras croisés sur sa poitrine, son regard forant la nuque du témoin. Il était censé être là pour la sécurité, pour maintenir l'ordre. Au lieu de cela, il était là pour intimider. Manon avait déposé 3 plaintes distinctes concernant la présence de Dubois dans la salle d'audience au cours de la semaine écoulée. Le président du tribunal, le juge Jean Moreau, un homme connu pour sa clémence envers les forces de l'ordre, les avait toutes rejetées comme de la paranoïa procédurale. Monsieur Martin, demanda l'avocate de la défense, une femme à la langue acérée nommée Valérie Bernard, avez-vous oui ou non vu l'inspecteur Miller placer le sac dans le véhicule? Lucas Martin déglutit difficilement. Il regarda le jury, puis le juge, et enfin, ses yeux se verrouillèrent sur ceux de l'agent Dubois. Dubois ne bougea pas. Il n'en avait pas besoin. Il déplaça juste légèrement son poids, sa main frôlant sa ceinture, un mouvement subtil et répété qui hurlait un avertissement. Je ne me souviens pas, balbutia Lucas, sa voix à peine un murmure. Un murmure de frustration ondula dans la galerie. Manon serra la mâchoire. Ils étaient en train de perdre. Les tactiques d'intimidation fonctionnaient au vu et au su de tous, et le système était trop aveugle ou trop complice pour y mettre un terme. Manon se leva. C'était une rupture de protocole, mais elle ne pouvait pas rester assise pendant que la justice était étranglée. Elle se dirigea vers la sortie, ayant besoin d'air, besoin de passer un appel au procureur général. Alors qu'elle atteignait l'allée, les lourdes portes en chêne s'ouvrirent et le tribunal suspendit la séance. L'audience est suspendue pour 15 minutes, annonça le juge Moreau, frappant son marteau avec un bruit sourd. La pièce éclata dans un bruit de papier froissé et de conversation à voix basse. Manon ne partit pas immédiatement. Elle se tenait près de la balustrade, observant Dubois. Il riait maintenant, tapant dans la main d'un des avocats de la défense. L'arrogance irradiait de lui comme la chaleur d'une fournaise. Il savait qu'ils avaient atteint le témoin. Il savait qu'il gagnait. Manon vérifia son téléphone. Elle avait un SMS de son assistante, Chloé Girard. La presse est dehors. Ils veulent une déclaration sur le témoignage de Martin. Elle répondit, pas encore. Alors qu'elle se tournait pour partir, son chemin fut bloqué. L'agent Dubois avait quitté son poste et se tenait maintenant directement devant le portillon qui séparait la galerie du prétoire. Il ne regardait pas les prévenus. Il la regardait directement. « Vous allez quelque part, madame la députée Leroy ?» demanda Dubois. Sa voix était un grondement sourd, faussement poli. « Excusez-moi, agent ?
dit Manon, sa voix froide et détachée. Je dois passer. Le procès n'est pas terminé, dit Dubois, s'appuyant contre le portillon, scellant de fait la sortie. Je pensais que vous voudriez rester pour voir votre chasse aux sorcières s'effondrer. Manon le regarda dans les yeux. Elle avait affronté des seigneurs de guerre dans des zones de conflit pendant son service au sein du service de santé des armées. Un agent corrompu avec un ego surdimensionné ne l'effrayait pas. Écartez-vous, agent Dubois. Vous faites obstruction à une élue. Je sécurise le tribunal, ricana Théil, croisant à nouveau les bras. Le cuir de son ceinturon craqua. Je fais juste mon travail. Quelque chose que vous, les politiciens, ne connaissez pas bien. La salle se vidait, mais quelques personnes s'attardaient. Des sténographes, quelques greffiers juniors, et le témoin terrifié, Lucas Martin, qui se faisait menotter par un autre agent pour être ramené au dépôt. Votre travail consiste à assurer la sécurité, pas à intimider les témoins et harceler les observateurs, dit Manon en se rapprochant. Elle baissa la voix pour que lui seul puisse entendre. Et croyez-moi sur parole, Dubois, quand l'audit sera publié le mois prochain, votre pension de retraite sera la première victime. Le sourire disparut du visage de Dubois. Ses yeux se plissèrent en fente. La mention de sa pension avait touché un point sensible. Il s'avança, envahissant son espace personnel, utilisant sa taille pour la dominer. Écoutez-moi bien, petite. Agent Dubois. La voix du juge Moreau retentit depuis son siège, bien qu'il semblât plus ennuyé qu'inquiet. Laissez-la passer. Dubois ne bougea pas immédiatement. Il soutint le regard de Manon pendant une longue et inconfortable seconde, essayant de la faire scier. Elle ne cligna pas des yeux. Finalement, avec un grognement de dégoût, il déverrouilla le portillon et l'ouvrit, mais il le fit violemment. Le lourd battant en bois pivota rapidement, manquant de peu de heurter la hanche de Manon. Elle l'esquiva gracieusement, passa devant lui et sortit dans le couloir. Son cœur battait la chamade, non pas de peur, mais d'une rage froide et bouillonnante. Ce n'était plus seulement une question de procès. C'était devenu personnel. Mais elle ne savait pas qu'à l'intérieur de la salle d'audience, Dubois planifiait déjà son prochain coup. Il se tourna vers son partenaire, une recrue nommée agent Léo Fournier. Surveille la porte, marmonna Dubois. Je dois avoir une conversation privée avec madame la députée au sujet du respect. Stéphane, ne fais pas ça, l'avertit Fournier nerveusement. C'est une députée. Il y a des caméras partout. Pas dans le couloir de service, sourit Dubois, une expression sombre et prédatrice. Elle pense qu'elle peut menacer mon argent? Je vais lui apprendre comment les choses fonctionnent dans ma ville. Le couloir de service derrière les principales salles d'audience était une relique de l'ère victorienne. Étroit, faiblement éclairé et bordé de tuyaux qui sifflaient de vapeur. C'était un raccourci vers les cabinets des juges et la sortie privée pour les personnalités de haut rang. Manon l'utilisait pour éviter le cirque médiatique sur les marches de l'entrée principale pendant qu'elle rassemblait ses esprits. Elle était en train de taper un message au procureur en chef pour exiger un examen des enregistrements de sécurité de la salle d'audience lorsqu'elle entendit la lourde porte derrière elle se refermer avec un déclic. Le verrou s'engagea avec un claquement métallique. Manon s'arrêta. Elle ne se retourna pas immédiatement. Elle écouta. Des bruits de pas lourds résonnaient sur le sol en béton. Lent, délibéré. La démarche d'un homme qui possédait le sol sur lequel il marchait. Elle glissa son téléphone dans la poche de son blazer, s'assurant que l'application d'enregistrement vocal qu'elle avait déclenchée dans la salle d'audience fonctionnait toujours. Elle se retourna lentement. Stéphane Dubois se tenait à 6 mètres de là. Il avait enlevé sa casquette, la tenant à la main. La lumière fluorescente vacillait au-dessus de lui, projetant de longues ombres déchiquetées sur son visage. Vous êtes perdu, agent, dit Manon, sa voix stable. Non, dit Dubois en se rapprochant. Je suis exactement là où je dois être. Vous et moi avons une affaire en suspens. Je n'ai aucune affaire avec vous, Dubois. Ouvrez cette porte. Vous pensez que parce que vous portez un tailleur et siégez au Parlement, vous pouvez entrer dans ma maison et menacer mes hommes. Dubois s'arrêta à 1,50 m d'elle. Une odeur de café rassis et d'agression émanait de lui. C'est nous qui dirigeons cette ville, pas vous, pas vos électeurs. Vous ne dirigez rien du tout, répliqua Manon, sa posture changeant subtilement. Elle élargit son appui, son poids équilibré.
C'était un réflexe issu d'années d'entraînement, la mémoire musculaire qui s'activait. Vous êtes une brute avec un insigne, et votre temps est compté. Le témoignage de Martin a été compromis. Je vous ai vu lui faire des signes. Dubois éclata de rire, un son rauque et aboyant. Qui va croire ça? Vous, la femme en colère qui joue la carte raciale? Les caméras, dit Manon en désignant le plafond. Dubois eut un sourire narquois et désigna le mur. Maintenance prévue pour aujourd'hui. Les caméras sont éteintes dans ce couloir. Juste vous et moi, le roi. C'était le piège. Il avait choisi cet endroit spécifiquement. Il voulait lui faire peur, la malmener juste assez pour envoyer un message, confiant que sans vidéo, ce serait sa parole contre la sienne. Et dans cette ville, la parole d'un flic valait de l'or. Vous faites une erreur, Stéphane. Elle utilisa son prénom, le dépouillant de son titre. Reculez, sinon quoi? Ricana Dubois. Il fit un pas de plus, entrant dans sa portée de frappe. Vous allez me légiférer à mort? Il tendit la main, sa lourde poigne saisissant son épaule, ses doigts s'enfonçant dans le tissu de son blazer, pinçant la peau en dessous. Vous allez retourner là-bas, siffla-t-il, son visage à quelques centimètres du sien, et vous allez dire à la presse que vous aviez tort. Vous allez vous excuser auprès du département. Manon regarda sa main sur son épaule. Retirez votre main. Maintenant. Fais-le-moi faire. Elle ne se débattit pas. Elle ne cria pas. Elle leva simplement sa main gauche et écarta son bras d'un coup sec et précis sur le nerf radial. Dubois hurla de surprise, retirant sa main. La douleur fut immédiate, comme un choc électrique, mais le choc se transforma rapidement en fureur aveugle. Son visage devint cramoisi. Il n'était pas habitué à la résistance. Il était habitué à la peur. Espèce de S. Dubois ne réfléchit pas. Il réagit avec la force brute qu'il avait utilisée dans les rues pendant 20 ans. Il arma son bras droit et balança. C'était une gifle, mais avec le poids d'un homme de sa taille. Elle était destinée à humilier et à neutraliser. Sa paume percuta le côté du visage de Manon. Le son fut écœurant de force dans le couloir étroit, un claquement sec qui résonna sur les murs en béton. La tête de Manon fut projetée sur le côté. La force du coup la fit chanceler, l'obligeant à faire un pas en arrière. Sa joue brûlait, et elle sentit le goût du cuivre. L'intérieur de sa lèvre s'était fendu contre ses dents. Dubois se tenait là, la poitrine haletante, une expression tordue de satisfaction sur son visage. Ça, c'est pour le manque de respect, cracha-t-il. Maintenant, agenoué. Il ne finit jamais sa phrase. Manon Leroy tourna la tête pour lui faire face. Il n'y avait pas de larmes dans ses yeux. Il n'y avait pas de peur. Il n'y avait qu'un calme glacial et terrifiant. Elle essuya une goutte de sang de sa lèvre avec son pouce et la regarda. Ça, dit-elle doucement, c'était une agression sur un officier public. Dubois rit, levant à nouveau la main. C'est moi la loi ici, P. Il se jeta en avant, visant à la saisir à la gorge. Manon ne recula pas cette fois. Elle s'avança. Dans l'armée, Manon avait été médecin de terrain, mais elle avait aussi été la championne de boxe des poids moyens de son régiment. Elle connaissait l'anatomie mieux que Dubois ne connaissait le code pénal. Alors que Dubois tendait les bras vers elle, elle esquiva sous sa prise maladroite. Elle pivota sur son talon, générant un couple depuis ses hanches, canalisant chaque once de sa frustration, de son entraînement et de la juste colère de mille injustices en un seul mouvement. Elle ne l'a pas giflé. Elle ne l'a pas poussé. Elle a lancé un crochet du droit. C'était une œuvre d'une beauté technique. Son poing, compact et dur, se connecta carrément sur le menton, le point sensible de la mâchoire où se trouve le faisceau nerveux. Crac. Le son était différent de celui de la gifle. C'était le son d'un os rencontrant un autre os avec une énergie cinétique dévastatrice. Les yeux de l'agent Stéphane Dubois se révulsèrent instantanément. Ses jambes se transformèrent en gelée. Il ne s'effondra pas. Il tomba comme un arbre abattu. Il heurta le sol en béton face la première avec un bruit sourd et lourd de viande qui claque. Et puis il ne bougea plus. Le silence revint dans le couloir. Le seul son était le sifflement des tuyaux de vapeur et la respiration contrôlée de Manon. Elle se tenait au-dessus de lui, se frottant les articulations.
Elle regarda le géant inconscient qui avait terrorisé sa communauté pendant des années. L'audience est levée, murmura-t-elle. Elle plongea la main dans sa poche, sortit son téléphone et composa un numéro. Sécurité, répondit une voix. Ici la députée Leroy, dit-elle, sa voix parfaitement stable. Je demande une équipe médicale et la prévôté au couloir de service immédiatement. L'agent Dubois a eu un accident. Elle termina l'appel, rajusta son blazer et attendit. Mais elle savait que c'était loin d'être terminé. Dubois était à terre, mais le système qu'il avait créé était toujours debout. Quand il se réveillerait, la guerre commencerait vraiment, et il aurait tout le syndicat de police derrière lui. Mais Manon avait quelque chose qu'ils ignoraient. En levant les yeux au plafond, elle remarqua une petite lumière rouge clignotante sur le boîtier d'un détecteur de fumée juste au-dessus d'eux. Les caméras de sécurité étaient éteintes. Mais le système de sécurité incendie, récemment mis à niveau par un entrepreneur privé sans lien avec la police, avait des sauvegardes de capteurs de mouvement intégrés. La lentille zooma légèrement. Elle avait tout vu. Le silence dans le couloir de service ne dura pas longtemps. En moins de 3 minutes, les lourdes portes d'acier s'ouvrirent en grand, non pas avec du personnel médical, mais avec une nuée d'uniformes bleus. L'agent Stéphane Dubois gémissait déjà, se redressant sur un coude. Ses yeux étaient flous, clignant rapidement alors que la conscience revenait dans son cerveau, apportant avec elle un mal de tête lancinant et un ego brisé. Il toucha sa mâchoire en grimaçant. Elle enflait rapidement, une ecchymose violette se formant à la forme d'un poing. Agent à terre, agent à terre. Beugla une voix. Manon se tenait contre le mur, les bras croisés, son expression illisible. Elle regarda 6 agents entourés du bois, l'aidant à se relever comme s'il était un soldat blessé sur un champ de bataille plutôt qu'une brute qui venait de perdre un combat de poing qu'il avait commencé. Elle m'a frappé, marmonna Dubois, ses mots légèrement pâteux. Il pointa un doigt tremblant vers Manon. Elle a juste pété les plombs. Elle m'a attaqué par derrière. Un coup de traître. Le mensonge était instantané. Il était réflexe. C'est un mensonge, déclara calmement Manon. L'agent Dubois m'a agressé. J'ai agi en état de légitime défense. Menottez-la, ordonna une nouvelle voix. Le capitaine Bernard Leclerc se fraya un chemin à travers la ligne d'agents. C'était un homme avec un visage de bulldog et la réputation d'enterrer les plaintes des affaires internes dans le sous-sol du commissariat. Il ne regarda pas Dubois. Il fixa directement Manon avec un mélange d'incrédulité et d'opportunisme. Il savait que Manon Leroy était la plus grande menace pour le financement de son département. Et maintenant, elle venait de lui tendre un pistolet chargé. « Capitaine Leclerc, dit Manon, sa voix baissant d'un octave. Si vos hommes me touchent, vous violez mon immunité parlementaire. Je suis une élue qui signale un crime. Vous êtes une suspecte dans l'agression aggravée d'un policier, cracha Leclerc, s'avançant dans son espace. Je me fiche que vous soyez la reine d'Angleterre. Dans ce bâtiment, vous jouez selon mes règles. 2 agents saisirent les bras de Manon. Ils ne furent pas tendres. Ils lui tordirent les épaules en arrière, claquant les menottes métalliques assez serrées pour pincer la peau. Manon ne résista pas physiquement. Elle savait que cela ne ferait que leur donner les images qu'ils voulaient. Mais ses yeux brûlaient d'un feu qui aurait dû les avertir. Alors qu'ils la faisaient sortir du couloir de service, ils ne l'emmenèrent pas par la sortie de derrière. Leclerc voulait un spectacle. Il la fit traverser le hall principal du palais de justice. La presse avait attendu le verdict du procès pour corruption. Au lieu de cela, ils obtinrent le scoop du siècle. Les flashs des appareils photo éclatèrent comme des lumières stroboscopiques. Les journalistes criaient des questions, tendant des microphones par-dessus les barrières de police. « Madame la députée Leroy, avez-vous attaqué l'agent? Est-il vrai que vous étiez sous influence? Manon, par ici. » Le récit était déjà en train de s'écrire. Leclerc s'arrêta brièvement devant les caméras, juste assez longtemps pour que le monde voie Manon menottée, la tête haute, entourée de policiers victimisés. Derrière eux, des ambulanciers évacuaient Stéphane Dubois sur une civière. Il portait maintenant une Minerve, un accessoire dont il n'avait probablement pas besoin, mais qu'il savait comment utiliser. Il jouait le rôle à la perfection, fermant les yeux et grimaçant de douleur pour les caméras. Manon fut poussée à l'arrière d'une voiture de police. La porte claqua, coupant le bruit de la presse,
mais pas le sentiment de naufrage dans ses entrailles. Elle regarda à travers le grillage Leclerc parler à un journaliste du Daily Chronicle. Il avait l'air solennel, secouant la tête, montrant le palais de justice. Il tissait sa toile. « Nous sommes choqués », dit Leclerc aux caméras, sa voix grave. « Nous attendons de nos élus qu'ils soutiennent les forces de l'ordre, pas qu'ils les brutalisent. » L'agent Dubois est un vétéran décoré. C'était une attaque violente et non provoquée par une femme qui se croit manifestement au-dessus des lois. À l'arrière de la voiture, Manon ferma les yeux. Elle ne priait pas. Elle calculait. Il pensait avoir gagné. Il pensait l'avoir humilié, discrédité, et avoir sauvé leur procès pour corruption, le tout en un après-midi. Ils avaient les photos. Ils avaient le témoignage d'une douzaine de flics qui jureraient tout ce que Leclerc leur dirait de jurer. Mais ils avaient oublié une chose. L'arrogance du pouvoir est généralement sa propre perte. Alors que la voiture s'éloignait, l'emmenant au dépôt du palais de justice, un endroit conçu pour briser l'esprit de Manon retourna à la petite lumière rouge clignotante sur le détecteur de fumée, le système de sécurité incendie. Elle avait besoin de son téléphone, mais il l'avait confisqué. Elle avait besoin de son avocat. Mais Leclerc retarderait son appel pendant des heures, prétextant des problèmes de procédure. Elle était seule dans le ventre de la bête, ou du moins c'est ce qu'elle pensait. 3 heures plus tard, Manon était assise dans une cellule de garde à vue qui sentait l'eau de Javel et le désespoir. Il lui avait pris son blazer, ses lacets, et sa dignité, ou du moins avait essayé. Elle était assise sur le banc en métal dans son chemisier blanc, frissonnant légèrement dans la pièce surclimatisée. La porte bourdonna et s'ouvrit. « Avocat », grogna le gardien. Antoine Dubois entra. Il ne ressemblait pas à un avocat de la défense typique et puissant. Il portait un costume en lin froissé, avait les cheveux en désordre et semblait ne pas avoir dormi depuis une semaine. Mais il était le requin juridique le plus redoutable de la ville. Il connaissait Manon depuis l'université. Il ne dit pas un mot. Il s'assit simplement sur le banc à côté d'elle, ouvrit sa mallette et sortit une tablette. « Tu fais le buzz », dit Antoine sèchement, et pas dans le bon sens. Il lui montra l'écran. Le hashtag Le Roi Labrut était viral. La photo de Dubois avec sa Minerve était partout. Le syndicat de police avait déjà publié une déclaration exigeant sa démission du Parlement. « Il m'accuse de coups et blessures volontaires et d'entrave à la justice », dit Manon. Leclerc veut ma tête. Il veut un accord de plaider coupable, corrigea Antoine. Il veut que tu démissionnes et que tu plaides coupable pour un délit mineur afin que tout cela disparaisse. Si tu te bats, ils t'enterreront sous 20 ans de preuves fabriquées. Je ne l'ai pas fait, Antoine. Je sais que non. Tu es médecin. Si tu avais voulu le blesser, il ne se réveillerait pas. Antoine eut un demi-sourire, mais ses yeux étaient inquiets. Mais ça n'a pas d'importance. C'est ta parole contre celle d'un flic décoré et de tout son commissariat. Et les caméras du couloir étaient éteintes. Opportunément. Elles étaient éteintes, murmura Manon, se penchant près de lui. Mais pas les capteurs d'incendie. Antoine se figea. Il la regarda, ses sourcils se fronçant. Les capteurs d'incendie ? Manon ? Ça détecte la fumée, pas les crochets du droit. Le palais de justice a subi une rénovation le mois dernier, expliqua rapidement Manon. Je siège à la commission du budget. J'ai approuvé le contrat. Nous avons engagé Vanguard Safety Solutions, une société technologique privée, pour installer un nouveau système de bâtiment intelligent. Il utilise des capteurs optiques pour la détection de chaleur, mais ils ont un flux visuel secondaire pour l'assurance responsabilité. Il enregistre en haute définition sur un serveur cloud pour empêcher toute manipulation. Antoine la fixa pendant une longue seconde. Puis, un lent sourire prédateur s'étala sur son visage. Est-ce que Leclerc le sait ? Leclerc pense qu'Internet est une série de tubes, dit Manon. Il n'en a aucune idée. Mais nous avons un problème. Les données sont effacées toutes les 24 heures à moins d'un incident enregistré. Et Vanguard a un contrat avec la ville. Si la police découvre que les enregistrements existent, ils feront pression sur l'entreprise pour les supprimer sous prétexte de sécurité nationale ou une autre absurdité. Antoine vérifia sa montre. Il est 16 heures. L'incident s'est produit à 13 heures. Nous avons 21 heures avant que cet enregistrement ne soit écrasé.
Nous avons besoin du fichier brut, dit Manon. Pas une copie, les métadonnées originales. Sinon, ils prétendront que c'est un hypertrucage. Antoine se leva, refermant sa mallette. L'épuisement avait disparu de son visage, remplacé par le frisson de la chasse. Je ne peux pas l'obtenir par assignation assez rapidement. Un juge ne signera pas un mandat basé sur une intuition concernant une alarme incendie avant demain matin. D'ici là, Leclerc aura compris. Appelle Chloé, dit Manon. Mon assistante. Son frère travaille dans l'architecture Bacan pour Vanguard. C'est illégal, avertit Antoine. Si nous le piratons, c'est irrecevable. Nous ne le piratons pas, dit Manon, ses yeux durs. Nous déclenchons un diagnostic. Demande au frère de Chloé d'initier un examen manuel du système des serveurs du palais de justice. S'il signale accidentellement l'enregistrement comme une erreur système, cela verrouille le fichier. Ça empêche la suppression jusqu'à ce qu'un ingénieur l'examine. Ça nous fait gagner du temps, acquiesça Antoine. Brillant, mais risqué. L'alternative, c'est la prison, Antoine, et laisser Dubois gagner. Antoine frappa à la porte de la cellule. Gardien, nous avons terminé ici. Il se retourna vers Manon. Reste tranquille. Ne dis pas un mot à personne. D'ici minuit, soit j'aurai la preuve irréfutable, soit nous partagerons une cellule. Le quartier général de crise. 2 heures plus tard, dans un bureau anodin du centre-ville, Antoine Dubois arpentait le sol. Chloé, l'assistante jeune et terrifiée de Manon, tapait furieusement sur 3 ordinateurs portables différents. Alors ? Aboya Antoine. Mon frère est dans le système, dit Chloé, sa voix tremblante. Il dit que le fichier est énorme. Les serveurs du palais de justice sont lents. Il essaie d'isoler le secteur spécifique du couloir de service. Dis-lui de se dépêcher. La police vient d'annoncer une conférence de presse pour 20 heures. Leclerc va parader avec Dubois pour qu'il pleure en direct à la télé. Si nous n'avons rien pour contrer ça, l'opinion publique sera scellée. Je l'ai trouvé. Halta Chloé. Antoine se précipita vers l'écran. C'est clair ? C'est principalement de l'imagerie thermique, dit Chloé, le cœur serré. Regarde. Sur l'écran, 2 taches de chaleur se tenaient dans un couloir gris. L'une était grande, Dubois. L'autre plus petite, Manon. On pouvait voir le mouvement, l'agressivité dans la plus grande tache, mais on ne pouvait pas voir les visages. C'était une preuve, mais ce n'était pas le coup de grâce dont ils avaient besoin. Un jury pourrait être confus. Merde, jura Antoine. Leclerc soutiendra que la plus petite tache, Manon, a attaqué la première. Le thermique ne montre pas qui parle. Ça ne montre pas clairement la gifle. Attends. Chloé tapa une commande. Il y a un canal audio. Audio ? Les capteurs ont des microphones pour détecter le son d'explosion ou de fuite de gaz. Il enregistre les décibels. Chloé cliqua sur play. Le son était métallique et déformé, comme si on écoutait à travers une boîte de conserve, mais les voix étaient reconnaissables. Audio, vous pensez que parce que vous portez un tailleur, vous pouvez entrer dans ma maison. Antoine se pencha. C'est Dubois. Audio, retirez votre main. Maintenant. Audio, fais-le-moi faire. Et puis le son qui allait tout changer. Clac. La gifle. Audio, ça, c'est pour le manque de respect. Maintenant, à genoux. Antoine frappa la table de la main. C'est ça. À genoux. C'est de l'intimidation sexuelle. C'est une agression. C'est tout. Il y a mieux, dit Chloé, ses yeux s'écarquillant alors qu'elle regardait la vidéo thermique se synchroniser avec l'audio. Audio, c'est moi la loi ici, P. Bruit sourd. Il l'a admis, souffla Antoine. Il a admis être l'agresseur sur bande. Et la gifle. On peut entendre la différence entre sa gifle et son coup de poing. La sienne est humide. Peau contre peau. La sienne est mécanique. Os contre os. On l'a, sourit Chloé, des larmes aux yeux. On peut la libérer. Pas encore, dit Antoine, son visage s'assombrissant. Si nous publions ça maintenant,
Leclerc prétendra que c'est truqué. Il l'enterrera sous des objections de procédure. Nous devons les piéger. Comment? Antoine regarda l'horloge. La conférence de presse est dans 1 heure. Leclerc et Dubois vont mentir à toute la ville. Nous allons les laisser faire. Quoi? On les laisse raconter leur histoire, dit Antoine, un sourire cruel se formant. On les laisse commettre un parjure en direct à la télévision. On les laisse creuser le trou si profond qu'ils ne pourront jamais en sortir. Et ensuite, on lâche la bombe. Il attrapa son manteau. Chloé, télécharge ce fichier sur 3 disques cryptés distincts. Envoie-en un au procureur général, un à mon serveur sécurisé, et garde-en un sur toi. Je vais au palais de justice. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais passer un marché avec Leclerc, dit Antoine. Je vais lui dire que Manon est prête à s'excuser. Chloé le dévisagea. Tu vas le piéger. Oh non, rit Antoine en ouvrant la porte. Je vais le détruire. Le piège est tendu. De retour dans la cellule, le gardien ouvrit à nouveau la porte. Cette fois, le capitaine Leclerc entra, l'air suffisant. Il tenait un morceau de papier. Votre avocat a appelé, dit Leclerc, jetant le papier sur le banc à côté de Manon. Homme intelligent. Il dit que vous êtes prête à être raisonnable. Manon regarda le papier. C'était une confession. Manon Leroy, admets avoir frappé l'agent Dubois dans un moment de détresse émotionnelle. Elle leva les yeux vers Leclerc. Elle ne savait pas ce qu'Antoine préparait, mais elle connaissait Antoine. S'il avait envoyé Leclerc ici, c'était une manœuvre. Si je signe ça, dit Manon lentement, que se passe-t-il? Vous sortez ce soir, dit Leclerc. Les charges sont réduites à un délit mineur. Vous démissionnez du Parlement demain. Nous oublions que tout cela est arrivé. Manon prit le stylo. Sa main plana au-dessus du papier. Chaque fibre de son être hurlait contre, mais elle devait vendre le mensonge. Je veux rentrer chez moi, murmura-t-elle, feignant la défaite. Fille intelligente, sourit Leclerc. Manon signa, mais elle ne signa pas son nom. Elle signa un seul mot en une boucle qui ressemblait à une signature, à moins d'y regarder de près. Vanguard. Elle tendit le papier à Leclerc. Il ne le regarda même pas. Il le plia simplement et le mit dans sa poche. Venez, dit Leclerc. Nous avons une conférence de presse. Vous allez vous tenir à côté de moi pendant que je lis cette déclaration. Manon se leva. Montrez le chemin, capitaine. Alors qu'elle sortait de la cellule, la lourde porte d'acier claqua derrière elle, mais cette fois, elle ne marchait pas vers son exécution. Elle marchait vers la leur. La salle de presse du palais de justice était un amphithéâtre de requins. Des dizaines de caméras étaient montées sur des trépieds, leurs objectifs comme des yeux sans paupières braqués sur le podium. L'air était épais de l'électricité d'un scandale. L'histoire d'une députée agressant un agent décoré avait déjà été reprise par les chaînes nationales. C'était la tempête parfaite de politique, de race et de violence. Le capitaine Bernard Leclerc se tenait au podium, se prélassant dans l'attention. Il ajusta le microphone, son visage un masque de devoir solennel. À sa droite se tenait l'agent Stéphane Dubois, portant toujours la Minerve, son bras en écharpe maintenant pour un effet dramatique supplémentaire. À sa gauche se tenait Manon Leroy. Elle était menottée, son visage sans maquillage, sa posture rigide. Elle ressemblait exactement à ce que Leclerc voulait qu'elle ressemble, vaincue. Antoine Dubois se tenait au fond de la salle, adossé au mur, vérifiant son téléphone. Il fit à Manon un signe de tête presque imperceptible. Mesdames et messieurs, commença Leclerc, sa voix tonitruante. Merci d'être venus. Aujourd'hui est un jour sombre pour le département. Nous sommes fiers de la relation entre les forces de l'ordre et nos élus. Lorsque cette relation est violée par la violence, nous devons agir. Il marqua une pause pour les faits. Les caméras crépitèrent en une vague aveuglante. Nous sommes parvenus à une résolution concernant l'incident de cet après-midi, poursuivit Leclerc, sortant le papier plié de sa poche, la confession que Manon avait signée. Madame la députée Leroy a accepté de prendre la responsabilité de ses actes. Elle admet avoir frappé l'agent Dubois dans un moment d'instabilité émotionnelle suite au stress du procès. Un murmure parcourut la salle. Une journaliste du Times leva la main.
Capitaine, démissionne-t-elle? Ce sera une affaire pour le Parlement, dit Leclerc suavement. Mais à partir de ce soir, elle est accusée de délit mineur d'agression, pour lequel elle plaidera coupable. Nous sommes indulgents à la lumière de ses services. Il se tourna vers Dubois. L'agent Dubois a gracieusement accepté ses excuses. Dubois s'avança vers le micro. Il baissa les yeux, jouant parfaitement le humble serviteur. Je veux juste faire mon travail, balbutia-t-il, sa voix rauque. J'essayais de sécuriser le couloir. Madame le roi semblait agitée. J'ai essayé de la calmer. Eh bien, elle a juste craqué. Je ne l'ai pas vu venir. Je ne m'attendais jamais à ce qu'une serviteur de l'État attaque un agent. Merci, agent, dit Leclerc, posant une main réconfortante sur l'épaule de Dubois. Il se tourna ensuite vers Manon. Madame la députée Le Roy, souhaitez-vous lire votre déclaration? Leclerc tendit le papier. Le plan était qu'elle le lise, s'excuse et soit escortée dans la honte. Manon s'avança vers le microphone. Les menottes cliquetèrent contre le bois. Elle regarda les lumières aveuglantes. Elle regarda les journalistes, avides de sa destruction. Le capitaine Leclerc a mentionné une déclaration, dit Manon, sa voix claire et forte, se projetant jusqu'au fond de la salle sans un tremblement. Il prétend que j'ai signé une confession. Leclerc se raidit légèrement. Ce n'était pas le script? Et j'ai bien signé le papier qu'il m'a donné, continua Manon. Mais je ne l'ai pas signé de mon nom. Elle regarda directement l'objectif de la caméra de la plus grande chaîne. Je l'ai signé avec le mot Vanguard. Leclerc fronça les sourcils, confus. De quoi parle-t-elle? Vanguard Safety Solutions, cria Manon par-dessus lui. La société qui gère les systèmes de sécurité incendie de ce bâtiment, en particulier les capteurs de chaleur et audio dans le couloir de service. À ce moment précis, Antoine Dubois s'avança depuis le fond de la salle. Il tenait une tablette connectée sans fil au système audiovisuel principal de la pièce. Il ne demanda pas la permission. Il pirata simplement le flux Bluetooth. Le capitaine Leclerc prétend que les caméras étaient éteintes, la voix d'Antoine retentit. Il a raison. Mais le bâtiment écoutait. Les grands écrans derrière le podium, habituellement utilisés pour les statistiques sur la criminalité, s'animèrent soudainement. La vidéo d'imagerie thermique apparut. Les formes grises fantomatiques de deux silhouettes dans le couloir. Leclerc se jeta sur la télécommande sur le podium. Éteignez ça. C'est un enregistrement illégal. C'est un document public. Cria Antoine en retour. Et voici l'audio. La salle devint silencieuse comme la mort alors que l'audio passait sur les haut-parleurs de haute qualité de la salle de presse. Ce n'était plus le son minuscule de l'ordinateur portable. C'était assourdissant. Une preuve indéniable. Audio Dubois, vous pensez que parce que vous portez un tailleur, vous pouvez entrer dans ma maison et menacer mes hommes. Le visage de Dubois devint blême. Le jeu de la humble victime s'évapora instantanément. Audio Dubois, fais-le-moi faire. Clac. Le son de la gifle était distinct. C'était le son de la chair humide frappant la chair. C'était clairement la plus grande silhouette qui frappait la plus petite. Audio Dubois, ça, c'est pour le manque de respect. Maintenant, à genoux. Le halètement des journalistes aspira l'air de la pièce. À genoux. L'implication était vile, prédatrice et sans équivoque. Puis vint le second son. L'impact mécanique et broyeur d'os du crochet de Manon. Bruit sourd. La vidéo se figea sur l'image de la plus grande signature thermique affalée sur le sol tandis que la plus petite se tenait au-dessus d'elle. Manon se pencha vers le microphone, ses yeux fixés sur Leclerc, qui semblait avoir vu un fantôme. Ça, dit Manon en montrant l'écran, c'est l'agent Dubois agressant un membre du Parlement. Et ça, elle montra la gifle, c'est le son de l'instabilité émotionnelle que vous avez cité. Leclerc était paralysé. Il regarda les journalistes. Les caméras n'étaient plus pointées sur Manon. Elles pivotaient comme une meute de loups changeant de cible, directement sur lui et Dubois. Capitaine, cria un journaliste. Saviez-vous pour cet enregistrement? Agent Dubois, avez-vous exigé un acte sexuel de la part de la députée Le Roy? Ce département couvre-t-il une agression contre une élue? Dubois paniqua.
Il arracha sa Minerve, oubliant ses blessures. Et pointa l'écran. C'est un faux. C'est de l'IA. Elle l'a truqué. Les métadonnées sont horodatées par le serveur cloud de Vanguard, dit Antoine en remontant l'allée, son téléphone à la main. Je viens d'envoyer le fichier brut à toutes les rédactions de la ville et au procureur général. Leclerc attrapa le microphone, la sueur coulant sur son visage de bulldog. Cette conférence de presse est terminée. Videz la salle maintenant. Mais il était trop tard. La diffusion était en direct. La ville l'avait vu. Le pays l'avait entendu. Manon se tourna vers l'agent à côté d'elle, celui qui tenait la clé de ses menottes. C'était un jeune sergent à l'air terrifié et confus. « Sergent, dit Manon doucement, je crois que vous détenez une femme innocente enchaînée pendant qu'un criminel se tient à ce podium. Vous avez un choix à faire, maintenant. » Le sergent regarda Leclerc, qui hurlait à ses assistants de couper la diffusion. Il regarda Dubois, qui reculait vers la sortie, les yeux fous de peur. Puis il regarda Manon. Clic. Les menottes tombèrent. Manon se frotta les poignets. Elle ne courut pas. Elle s'écarta, donnant aux caméras une ligne de vue claire sur les vrais criminels. « Capitaine Leclerc, dit-elle, sa voix tranchant dans le chaos. Je vous suggère de garder le silence. Le démantèlement du réseau de corruption ne s'est pas produit en quelques semaines. Il s'est produit en quelques minutes. La diffusion en direct de la conférence de presse avait été regardée par 3 millions de personnes. Le temps que Leclerc essaie de quitter le podium, le bâtiment était déjà encerclé, non pas par la presse, mais par la gendarmerie. Le procureur général, ayant reçu l'email d'Antoine et voyant l'implosion en direct, avait émis des mandats immédiats. Leclerc n'eut pas le temps de déchiqueter des documents. Dubois n'eut pas le temps d'appeler son représentant syndical pour inventer une histoire. Les portes de la salle de presse s'ouvrirent en grand, mais cette fois, ce n'était pas la police locale. C'était l'unité de la prévôté et des gendarmes. Bernard Leclerc, aboya un gendarme, sa voix résonnant au-dessus des cris des journalistes. « Éloignez-vous du podium. » Leclerc se figea. Pendant des décennies, il avait été celui qui donnait les ordres. Le choc d'être du côté de celui qui les reçoit semble court-circuiter son cerveau. « Vous ne pouvez pas faire ça, bafouilla-t-il. Je suis un capitaine de police. C'est un coup monté. Vous êtes en état d'arrestation pour complot, entrave à la justice et séquestration, dit le gendarme en montant les marches. Il saisit les bras de Leclerc, les mêmes bras qui avaient gesticulé avec tant d'arrogance quelques instants auparavant, et les tordit derrière son dos. Le clic des menottes fut le son le plus fort de la pièce. Stéphane Dubois essaya de fuir. Il tenta une percée vers la sortie latérale, bousculant un caméraman. C'était un geste pathétique et désespéré. Antoine Dubois se tenait près de la porte. Il ne le plaqua pas. Il tendit juste un pied. Dubois, le géant imposant qui aimait gifler les femmes dans les couloirs, trébucha sur le mocassin italien coûteux de l'avocat. Il s'écrasa sur une pile d'équipements audio, s'emmêlant dans les câbles. Avant qu'il ne puisse se relever, 3 gendarmes étaient sur lui. « Lâchez-moi » hurla Dubois, se débattant comme un animal sauvage. « Elle m'a frappé. Vous avez vu la bande. Elle m'a frappé. Après que vous l'ayez agressée et tenté de la contraindre, dit un gendarme, pressant le visage de Dubois contre la moquette. Vous avez le droit de garder le silence, Dubois. Je vous suggère de commencer à l'utiliser. Manon se tenait près du mur, observant le chaos. Elle sentit une main sur son épaule. C'était Antoine. Ça va ? demanda-t-il doucement. Ça ira, dit-elle, quand ils seront partis. Mais le karma ne faisait que commencer. L'effet domino. L'exposition de Leclerc et Dubois fut le fil qui détricota tout le pull. Parce que la crédibilité de Leclerc fut incinérée en direct à la télévision, chaque affaire qu'il avait touchée au cours des 5 dernières années fut immédiatement réexaminée. Le mur bleu du silence s'effrita car personne ne voulait être associé à l'homme qui avait piégé une députée. Le lendemain matin, le procès pour corruption de la première partie, celui impliquant les agents des stupéfiants qui fabriquaient des preuves, reprit. Mais l'atmosphère avait complètement changé. Le juge Jean Moreau, celui qui avait rejeté les plaintes de Manon et permis à Dubois d'intimider les témoins, était assis sur son banc, l'air gris et malade.
Il savait que le vent avait tourné. Il savait que sa clémence allait maintenant être scrutée comme de la complicité. Le témoin, Lucas Martin, fut ramené. Il avait l'air différent. Il ne tremblait plus. Il avait vu les nouvelles. Il avait vu que le monstre Dubois était dans une cellule. La peur avait disparu. Monsieur Martin, demanda le procureur, enhardi par le changement de pouvoir. Pouvez-vous nous dire ce que vous avez vu? Lucas regarda l'endroit vide où Dubois se tenait autrefois. Il prit une profonde inspiration. J'ai tout vu, dit clairement Lucas. Ils ont placé la drogue, et ils m'ont dit que si je parlais, l'agent Dubois me tuerait. Le jury haleta. L'avocate de la défense, Valérie Bernard, ne fit même pas objection. Elle était assise la tête dans les mains, sachant que c'était fini. Le coup le plus dur. 3 jours plus tard, Manon Leroy retourna au palais de justice. Elle n'était pas là en tant qu'accusée. Elle était là en tant que témoin pour l'audience de libération sous caution de Dubois. Dubois fut amené en combinaison orange. L'assurance avait disparu. La carrure qui le rendait intimidant le faisait maintenant simplement ressembler à une brute boursouflée. Sa coupe en brosse repoussait et il avait l'air fatigué. Son avocat, un avocat du syndicat qui ne voulait clairement pas être là, plaida pour la libération sous caution. Mon client est un agent décoré avec des liens solides avec la communauté. Manon se leva. La nouvelle juge, la juge Isabelle Martin, une femme sévère venue d'un autre district pour garantir l'impartialité, la regarda. Madame la députée Leroy, vous souhaitez parler? Oui, votre honneur, dit Manon. Elle se dirigea vers la balustrade. Elle regarda Dubois dans les yeux. Il ne put soutenir son regard. Il baissa les yeux sur ses mains menottées. Monsieur Dubois n'est pas seulement un danger pour moi, dit Manon. Il est un danger pour le concept même de justice. Il a utilisé son insigne comme une arme. Il a utilisé ce bâtiment comme un terrain de chasse. S'il est libéré, il ne fuira pas. Il tentera d'intimider la douzaine d'autres victimes qui se sont manifestées depuis la diffusion de la bande. La juge hocha la tête. Elle regarda Dubois. La libération sous caution est refusée, statua la juge Martin en frappant son marteau. Monsieur Dubois, vous serez placé en détention provisoire dans l'aile de haute sécurité de la prison du comté jusqu'au procès. Et étant donné la nature de vos accusations, abus de pouvoir et agression sur un officier public, je recommande l'isolement cellulaire pour votre propre protection. La tête de Dubois se releva brusquement. L'isolement? Vous ne pouvez pas me mettre là-dedans. Je suis un flic. Les autres détenus vont me tuer. Vous auriez dû y penser avant de transformer mon palais de justice en votre donjon personnel, dit froidement la juge. Affaire suivante. Alors que les huissiers emmenaient Dubois, il se mit à sangloter. Le dur, l'exécuteur, l'homme qui faisait trembler les hommes adultes de peur, était réduit à supplier. S'il vous plaît, ne me mettez pas avec eux. S'il vous plaît. Ces cris résonnèrent dans le couloir, s'estompant alors que la lourde porte claquait. Manon sortit de la salle d'audience. Antoine l'attendait dans le hall. Le clerc a craqué, dit Antoine en vérifiant son téléphone. Il passe un accord. Il donne les noms de tous les impliqués dans le réseau de stupéfiants. Le chef de la police vient de démissionner. Et Dubois, il risque au moins 15 ans. Manon hocha la tête. Elle sortit par les portes d'entrée du palais de justice. Le soleil brillait. L'air semblait plus propre, plus léger. Elle s'arrêta au bas des marches. L'endroit où elle avait été embarquée menottée dans la voiture de police était maintenant vide. Elle prit une profonde inspiration. Elle avait des bleus au poignet à cause des menottes. Sa lèvre était encore enflée par la gifle, mais elle ne s'était jamais sentie aussi forte. Elle sortit son téléphone et appela son bureau. Chloé, c'est Manon. Rédige un nouveau projet de loi, la loi sur la responsabilité judiciaire. Caméras piétons obligatoires pour tous les agents de sécurité du palais de justice et surveillance indépendante des affaires internes. C'est noté, dit Chloé. Comment vous sentez-vous, patronne? Manon regarda le massif bâtiment de pierre. Ce n'était plus une maison de verre. Je me sens, sourit Manon, comme si la maison était enfin propre. 1 an plus tard, les feuilles d'automne tombaient devant le tribunal de grande instance,
tout comme elle l'avait fait en cet après-midi fatidique. Mais à l'intérieur, tout était différent. Manon Leroy se tenait à l'entrée du hall fraîchement rénové. Elle n'était pas là en tant que suspecte ou victime. Elle était là en tant que garde des Sceaux, ministre de la Justice. Sa réélection avait été un raz-de-marée, la plus large de l'histoire du district. La loi Leroy, la législation qu'elle avait rédigée la nuit de sa libération, avait été adoptée à l'unanimité. Désormais, chaque recoin du palais de justice était surveillé par des officiers de surveillance indépendants, et non par des unités de police interne. Elle ajusta le revers de son manteau. Elle venait de terminer une réunion avec le nouveau préfet de police, un réformiste qu'elle avait choisi pour remplacer l'ancien régime. Alors qu'elle se dirigeait vers la sortie, elle aperçut un visage familier en train de passer la serpillière sur les sols en marbre près de l'entrée. C'était Bernard Leclerc. Il ne portait pas un uniforme de capitaine. Il portait la combinaison grise d'un service de nettoyage. Il avait conclu un accord pour éviter une longue peine de prison, mais le coût avait été sa pension, son grade et sa dignité. Il lui était interdit d'occuper à nouveau un emploi dans la sécurité. Maintenant, l'homme qui aboyait des ordres aux députés frottait leurs empreintes de pas sur le sol. Leclerc leva les yeux au passage de Manon. Il se figea. Pendant une seconde, la vieille arrogance vacilla dans ses yeux, mais elle fut rapidement éteinte par la réalité de sa situation. Il baissa les yeux, plongeant sa serpillière dans le seau. « Bonjour, Bernard » dit Manon agréablement, sans ralentir le pas. Il ne répondit pas. Il ne pouvait pas. Mais le karma le plus dur était tombé sur Stéphane Dubois. Manon ne lui rendit pas visite, mais elle recevait les rapports. Antoine Dubois, maintenant procureur de la République, la tenait informée. Dubois purgeait sa peine de 15 ans au centre pénitentiaire de Clairvaux, la prison même qu'il avait aidé à remplir de jeunes hommes sur la base d'accusations forgées de toutes pièces. Le rapport sur le bureau de Manon détaillait la nouvelle réalité de Dubois. Il n'était plus à l'isolement. Il avait été transféré dans la population générale dans une aile de détention préventive, mais la protection était un terme vague. L'homme qui avait exigé une soumission totale, qui avait dit à Manon de se mettre à genoux, était maintenant au bas de la chaîne alimentaire. Il travaillait à la blanchisserie de la prison, pliant des draps 12 heures par jour, recevant des ordres de gardien qui avaient la moitié de son âge et savait exactement qui il était. Il avait perdu sa maison. Sa femme l'avait quitté 3 mois après le début de sa peine. Le syndicat de police l'avait radié pour sauver la face. Il était seul, fauché et impuissant. Alors que Manon sortait du palais de justice, son téléphone vibra. C'était un SMS de Lucas Martin, le témoin qui avait eu trop peur pour parler. Texte, je viens de recevoir ma lettre d'admission à la fac de droit. Merci, Madame la ministre. Manon sourit, respirant l'air frais. Elle regarda les portes vitrées du tribunal. Le système ne s'était pas réparé tout seul. Elle l'avait brisé et reconstruit. Elle descendit les marches, le son de ses talons claquant sur le trottoir, un son régulier et rythmé de progrès. Elle avait appris la leçon la plus importante de toutes. L'autorité ne consiste pas à frapper fort. Elle consiste à se battre avec acharnement lorsque le monde essaie de vous mettre KO. Et c'est l'histoire de comment un moment d'arrogance a coûté à un agent corrompu toute sa vie. Stéphane Dubois pensait que son insigne faisait de lui un dieu. Mais il a oublié que le vrai pouvoir ne vient pas de l'intimidation. Il vient de l'intégrité. Il a levé la main sur la mauvaise femme. Et la gifle qui a fait le tour du monde est devenue le marteau qui a mis fin à sa carrière. C'est un rappel brutal que si les rouages de la justice tournent lentement, ils broient excessivement fin. Le karma n'arrive pas toujours instantanément. Mais quand il arrive, il frappe plus fort qu'un champion poids lourd.